Ma femme qui gâche cette année de mariage simplement parce qu'elle regrettait de ne pas avoir écouté ses amis divorcés a été le réveil brutal que je n'avais jamais vu venir, mais laissez-moi vous raconter exactement comment tout cela s'est passé et comment je me suis assuré qu'elle obtienne précisément ce qu'elle demandait. Tout a commencé il y a 3 mois lorsqu'elle a repris contact avec son ancienne colocataire de fac, une femme qui venait de traverser un divorce désastreux et qui était soudainement de retour en ville, cherchant désespérément quelqu'un pour valider ses propres choix de vie. Ma femme, Manon, qui avait l'habitude de rentrer à la maison toute excitée de me raconter sa journée, a commencé à rentrer avec une énergie complètement différente, me lançant un jeudi soir sans même lever les yeux de son téléphone que les filles pensent que je me suis casé trop jeune. Elle envoyait des textos dans un groupe de discussion qui était devenu plus important que notre conversation au dîner, et quand je l'ai regardée à travers la table en demandant de quelle fille on parlait, elle m'a répondu que ses amis de fac se voyaient régulièrement maintenant et qu'elle disait qu'elle avait raté tellement de choses en se mariant à 25 ans. Le truc avec Manon, c'est qu'elle avait toujours été le genre de personne à prendre ses propres décisions, confiante, indépendante et n'ayant jamais besoin de l'approbation de quiconque, mais soudainement, chaque conversation commençait par les filles disent ou selon le groupe. Ce fameux groupe était composé de 3 femmes, son ancienne colocataire Léa qui venait de divorcer après avoir trompé son mari, une autre amie, Claire, 34 ans, célibataire qui passait ses week-ends à faire la tournée des bars en se plaignant que tous les hommes bien étaient pris, et la 3e, Élodie, mariée 2 fois et vivant actuellement chez ses parents après son second divorce, c'étaient ces femmes que ma femme avait soudainement décidé d'ériger en expertes de la vie et des relations. Quand j'ai demandé calmement ce qu'elle avait raté exactement alors que nous avions voyagé ensemble, bâti un foyer et lancé nos carrières, elle a levé les yeux au ciel d'une manière totalement nouvelle pour moi en disant que je ne comprenais pas, qu'elle disait qu'elle était trop jeune pour savoir ce qu'elle voulait vraiment et qu'elle aurait dû expérimenter davantage avant de s'engager avec une seule personne pour toujours. L'ironie ne m'échappait pas, voici 3 femmes dont l'expérience collective en matière de relations était une série d'échecs, donnant des conseils à quelqu'un dans un mariage stable et heureux. Au cours des semaines suivantes, les changements sont devenus impossibles à ignorer, elle a commencé à sortir tous les vendredis et samedis soirs avec les filles, rentrant tard, parfois après minuit, sentant la cigarette et l'alcool, avec des histoires sur à quel point elle se sentait libre et vivante, et notre routine du dimanche matin à préparer le petit déjeuner ensemble a disparu, remplacée par elle dormant jusqu'à midi puis passant l'après-midi à envoyer des textos au groupe sur l'heure. Soirée. Quand je suggérais de faire quelque chose ensemble, elle soupirait dramatiquement en disant que les filles avaient raison et que j'étais trop contrôlant simplement pour vouloir passer du temps avec ma propre femme. La maison a commencé à refléter ses nouvelles priorités, la vaisselle s'empilait parce qu'elle était trop occupée à vivre sa vie ou pour s'inquiéter des tâches banales, la lessive est devenue entièrement ma responsabilité, et elle partait au travail le matin sans même un au revoir, mais je voyais ses photos avec ses amis où elle avait l'air plus heureuse qu'elle ne l'avait été à la maison depuis des semaines. Un soir, alors qu'elle se maquillait pour une autre sortie, elle m'a dit qu'elle lui apprenait des choses sur elle-même qu'elle ignorait, comme le fait qu'elle avait supprimé sa vraie personnalité pour s'adapter à ce rôle domestique, et j'ai regardé dans le miroir cette femme avec qui j'avais construit une vie parler de notre mariage comme si c'était une peine de prison. Quand j'ai demandé quelle était sa vraie personnalité, elle s'est retournée et a dit le fun, spontané, jeune, et pendant un instant, je n'ai pas reconnu la personne qui se tenait là. Elle a ajouté que les filles disaient qu'elle agissait comme une vieille femme mariée alors qu'elle devrait profiter de sa vingtaine. Quand je lui ai rappelé qu'elle avait 28 ans, elle a répondu exactement, encore assez jeune pour recommencer à zéro si je le voulais, et cette phrase a résonné différemment, recommencer à zéro, pas améliorer notre mariage, pas travailler sur elle-même au sein de notre relation, mais recommencer comme si tout ce que nous avions construit n'était qu'un brouillon qu'elle était prête à jeter. Le point de rupture est arrivé quand elle a commencé à intégrer leurs conseils dans nos interactions quotidiennes, remettant en question chaque décision que je prenais, chaque suggestion que je faisais, en les soumettant d'abord au groupe. Si je planifiais un week-end, les filles pensaient que les couples qui passent trop de temps ensemble perdent leur identité individuelle. Si je suggérais une soirée tranquille, les filles disaient que ça avait l'air ennuyeux et vieux. C'était comme vivre avec quelqu'un qui avait été programmé par un comité de femmes aigries qui ne supportaient pas de voir quelqu'un d'autre heureux dans une relation qu'elles avaient échoué à maintenir, mais ce qui m'a vraiment touché, c'est qu'elle a commencé à me traiter comme si j'étais le problème, comme si j'étais un mari contrôlant essayant de retenir son vrai potentiel alors que tout ce que j'avais fait était de soutenir ses rêves et ses ambitions. J'avais encouragé ses changements de carrière, célébré ses succès et jamais une seule fois essayé de limiter ses amitiés ou ses activités, jusqu'à maintenant, car maintenant ces activités semblaient conçues spécifiquement pour exclure et diminuer notre mariage. La goutte d'eau a fait déborder le vase quand elle a annoncé qu'elle ne serait pas à la maison pour notre anniversaire de mariage car les filles avaient prévu un week-end à la plage,
affirmant que les célébrations d'anniversaire n'étaient que des pressions sociétales pour jouer au bonheur. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai réalisé que je n'étais plus marié à la femme dont j'étais tombé amoureux, j'étais marié à quelqu'un qui avait externalisé sa prise de décision à 3 femmes qui avaient prouvé qu'elles ne savaient pas prendre de bonnes décisions pour leur propre vie, et c'est là que j'ai su exactement ce qui devait se passer ensuite. L'incident de l'anniversaire n'était que le début, ce qui a suivi m'a montré exactement à quel point ce poison s'était répandu dans mon mariage. Elle est revenue de ce week-end à la plage avec une nouvelle coupe de cheveux, de nouveaux vêtements et ce qu'elle appelait de la clarté sur notre situation, les 3 ayant apparemment passé tout le week-end à analyser la vie de ma femme comme si elle était une sorte d'étude de cas. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit dès qu'elle a franchi la porte, sans même prendre la peine de reconnaître que j'avais passé le week-end seul le jour de nos noces de laine, et je me suis assis sachant déjà que cette conversation n'allait pas bien se terminer. Elle a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi et que les filles l'avaient aidée à réaliser quelque chose d'important, faisant une pause comme si elle livrait une révélation profonde avant de dire « Je pense qu'on a besoin de faire un break ». J'ai gardé ma voix stable en demandant d'un break, mais à l'intérieur je calculais à quelle vitesse ce mariage s'effondrait, et elle a rapidement précisé que ce n'était pas une rupture, juste un peu de temps séparé pour qu'elle puisse comprendre qui elle était vraiment sans être définie par cette relation. C'était là, le coup classique que chaque conjoint infidèle ou indécis utilise quand il veut garder son filet de sécurité tout en explorant d'autres options, sauf qu'elle ne cachait même pas d'où venait cette idée. Quand j'ai deviné que les filles avaient suggéré cela, elle est devenue immédiatement défensive, disant qu'elle veillait juste sur elle, qu'elles étaient passées par là et connaissaient les signes, à savoir que je perdais mon identité, que je m'étais mariée trop jeune et que je n'avais jamais eu la chance d'être indépendante. J'ai failli rire, voici une femme qui avait vécu seule pendant 3 ans avant notre mariage, qui avait voyagé seule à travers l'Europe, qui avait bâti sa propre carrière, mais apparemment, selon ses amis divorcés, rien de tout cela ne comptait comme de l'indépendance. Quand j'ai demandé à quoi ressemblerait ce break, elle a dit qu'elle déménagerait dans son ancien appartement dont le bail était encore disponible, qu'on ne se verrait pas pendant peut-être 6 mois et qu'ensuite on évaluerait où on en était. J'ai demandé si pendant ces 6 mois nous étions mariés ou non, et elle a bougé inconfortablement en disant techniquement mariés, mais libre d'explorer ce qu'on a besoin d'explorer, ce qui signifiait qu'elle voulait la permission d'agir comme une célibataire tout en me gardant comme plan de secours. Les filles l'avaient bien coaché. J'ai dit non, elle a cligné des yeux comme si elle n'avait pas bien entendu, et j'ai répété non, nous ne faisons pas de break, soit on est marié, soit on ne l'est pas, il n'y a pas de séparation d'essai, pas de période d'exploration de 6 mois, pas un pied dedans et un pied dehors. Son visage a rougi de colère, elle a dit que je ne pouvais pas décider ça unilatéralement, et j'ai répondu qu'en fait si, tout comme elle ne pouvait pas décider unilatéralement de mettre notre mariage en pause chaque fois qu'elle avait envie de se découvrir. Elle m'a fixé un long moment, et je pouvais pratiquement la voir envoyer des textos au groupe dans sa tête pour leur demander comment gérer un mari qui ne jouait pas le jeu de leur scénario, puis elle a dit que les filles avaient prédit que je réagirais comme ça, que j'essaierais de contrôler la situation au lieu de soutenir sa croissance. J'ai rétorqué « Ta croissance ? Tu veux dire ta régression à agir comme une étudiante qui ne peut pas prendre une décision sans consulter ses copines de promo, ce qui a touché une corde sensible. » Elle s'est levée brusquement en disant que je ne comprenais pas ce que c'était de se demander si on avait fait le bon choix, que belle, elle comprenait. J'ai concédé qu'elle comprenait l'échec, ça je le raccordais, et quand elle m'a dit de ne pas parler de ses amis comme ça, je lui ai demandé quand était la dernière fois que l'une d'elles lui avait demandé comment elle allait au lieu de lui dire comment elle devrait se sentir, et elle n'a pas pu répondre car elle savait que j'avais raison. Au cours des semaines suivantes, elle a doublé la mise sur leurs conseils, restant dehors plus tard, ne rentrant parfois que le lendemain matin, et répondant à mes questions par des phrases qui semblaient répéter « J'explore mon indépendance, j'apprends qui je suis en dehors de cette relation, les filles pensent que j'ai été codépendante trop longtemps. » Elle a cessé de faire tout ce qui ressemblait à être une épouse, plus de cuisine ensemble, plus de films sur le canapé, plus de conversations sur son avenir. Elle traitait notre maison comme un hôtel où elle dormait occasionnellement entre 2 aventures avec ses conseillères. Le point de non-retour est arrivé quand elle a commencé à amener leur toxicité dans chaque dispute, disant que je la manipulais mentalement quand je soulignais combien elle avait changé, ou que selon le groupe, je montrais un comportement de contrôle classique parce que j'étais intimidé par sa croissance. J'ai réalisé que je ne me disputais plus avec ma femme, mais avec un comité de femmes amères qui l'utilisaient comme marionnette pour prouver que tous les mariages étaient voués à l'échec. L'insulte finale est venue quand elle a annoncé qu'elle partait pour un voyage entre filles à Ibiza pour une semaine entière pour son anniversaire, alors que son anniversaire n'était que dans 3 mois, prétextant qu'elle fêtait ça en avance et que c'était une surprise. Quand j'ai souligné qu'elle n'avait pas pensé à discuter d'un voyage d'une semaine avec son mari d'abord, elle a levé les yeux au ciel en disant « Vois-tu, c'est exactement de ça qu'elle parle,
Tu penses que tu as le droit d'approuver mes décisions, ce à quoi j'ai répondu que les gens mariés discutent des plans majeurs entre eux, que ça s'appelle le respect basique. J'ai fixé cette étrangère portant le visage de ma femme et j'ai réalisé qu'elle était au-delà de tout secours. Les filles l'avaient convaincue que chaque attente normale dans un mariage était en fait de l'oppression. Ce soir-là, pendant qu'elle célébrait sa liberté avec le groupe, j'ai pris ma propre décision. Si elle voulait tellement agir comme une célibataire, j'allais m'assurer qu'elle obtienne exactement ce qu'elle demandait, alors j'ai retiré mon alliance et je l'ai mise dans le tiroir. Elle est revenue d'Ibiza différente, l'attitude triomphante de son départ remplacée par de l'incertitude, et quand elle est entrée avec 3 jours de retard, je lisais sur le canapé, ma bague notablement absente. Elle a lâché un salut timide, a attendu que je l'interroge sur son voyage, et quand je ne l'ai pas fait, elle s'est assise en disant qu'elle pensait avoir fait des erreurs, ce qui a finalement capté mon attention. Elle semblait plus petite, moins confiante, et a admis qu'elle aurait dû écouter les filles dès le début, qu'elles avaient essayé de la prévenir de ce que le mariage fait aux femmes mais qu'elle pensait mieux savoir. J'ai ressenti un froid dans l'estomac, ce n'était pas le regret que j'espérais, elle regrettait de ne pas les avoir écoutées plus tôt quand elle disait qu'on se perd, qu'on devient des créatures domestiques vivant pour l'approbation de quelqu'un d'autre. Elle s'animait en disant qu'elles avaient raison sur le fait qu'elle avait gâché sa vingtaine à jouer à la dinette au lieu de vivre, qu'elle s'était contentée de la sécurité au lieu de la passion. Chaque mot était un coup de poignard, non pas parce que son opinion me blessait, mais parce que je voyais à quel point ces femmes lui avaient lavé le cerveau. Quand je lui ai demandé de me parler d'Ibiza, ses yeux se sont illuminés en racontant qu'elles étaient restées dehors jusqu'au lever du soleil, qu'elle avait rencontré des gens intéressants, dansé jusqu'à avoir mal aux pieds et s'était sentie vivante comme jamais depuis des années, et que les filles avaient dit que c'était la preuve qu'elle était faite pour plus que cette vie de banlieue mariée. Elle a ajouté qu'elle l'avait trouvée courageuse d'admettre la vérité sur ses besoins, que la plupart des femmes souffrent en silence mais qu'elle était assez forte pour faire quelque chose. Faire quelque chose, comment, ai-je demandé, et elle a regardé ses mains en disant qu'elle pensait qu'elle devrait demander le divorce, non pas pour être misérable comme elle, mais pour être heureuse comme elles le sont maintenant heureuses, ces 3 femmes qui passaient chaque week-end à essayer désespérément de retrouver ce qu'elles avaient perdu. Elle m'a regardé avec défi en disant qu'elle pensait qu'elles avaient raison, qu'elle s'était menti à elle-même et qu'elle m'avait épousé parce que c'était attendu, pas parce qu'elle le voulait vraiment. J'ai ressenti un changement en moi, une clarté absolue, et j'ai demandé, « Donc tu regrettes de m'avoir épousé ?» Elle a répondu qu'elle regrettait de ne pas avoir écouté ceux qui lui disaient qu'elle était trop jeune et d'avoir gâché 7 ans à faire semblant d'être heureuse. Elle attendait que je me batte pour elle, que je la supplie, mais à la place, je me suis levé, je suis allé dans la chambre chercher une petite boîte en velours, sa boîte de bague de fiançailles que j'avais gardée, et je l'ai posée sur la table basse. Je lui ai dit calmement, « Tu as dit que tu regrettais de ne pas avoir écouté les filles plus tôt, que tu regrettes de m'avoir épousé et d'avoir gâché 7 ans de ta vie, alors je vais arranger ça pour toi. » Son visage a pâli, et j'ai continué en disant qu'elle allait obtenir exactement ce qu'elle demandait, la liberté de ses amis, la découverte de qui elle est vraiment. J'ai tendu la boîte en disant « Félicitations, ton éducation est sur le point de commencer », et pour la première fois, j'ai vu de la vraie peur dans ses yeux. Elle a bégayé qu'elle ne voulait pas dire qu'elle voulait tout arrêter, mais j'ai coupé court en disant qu'il était trop tard pour cette conversation, qu'elle avait été très claire. J'ai sorti mon téléphone pour appeler mon avocat sous son regard paniqué, et quand elle a essayé de m'arrêter en disant que je dramatisais, je lui ai rappelé qu'elle venait de passer 20 minutes à expliquer qu'elle regrettait notre mariage. J'ai composé le numéro, j'ai dit à mon avocat que je voulais lancer la procédure de divorce, qu'il n'y avait pas besoin de médiation car elle avait pris sa décision. Après avoir raccroché, elle s'est effondrée en pleurant, demandant ce qu'il adviendrait de tout ce qu'on avait construit, et je lui ai rappelé qu'elle venait de dire que c'était une erreur et qu'elle voulait le recommencer à zéro comme ses amis. J'ai réfuté son argument selon lequel ses amis étaient des conseillères en soulignant la réalité de leur vie, l'une vivant avec 3 hommes différents rencontrés sur des applis, l'autre désespérée dans les bars, et la 3e chez ses parents à 35 ans. Elle s'est mise en colère en disant que je ne comprenais pas, qu'elle vivait des vies authentiques, et j'ai ri sans humour. Je lui ai tendu la boîte de la bague en lui disant de la prendre car elle aurait besoin de quelque chose à vendre quand elle réaliserait ce que coûte la vie de célibataire. Elle a pris la boîte en tremblant, et je lui ai suggéré d'appeler ses amis pour leur annoncer la bonne nouvelle, qu'elles avaient enfin gagné. Quand elle a demandé où elle était censée aller, je lui ai rappelé cet appartement toujours disponible et que ses amis l'aideraient sûrement puisqu'elles sont expertes pour recommencer à zéro. Elle a mentionné qu'elle ne pouvait pas se le permettre seule, et j'ai dit qu'elle aurait dû y penser avant de décider que le mariage était une prison, car la liberté promise par ses amis avait un prix, pas de crédit partagé, pas de revenus combinés. Quand elle a supplié pour une thérapie de couple,
j'ai refusé en disant qu'elle voulait juste éviter les conséquences de la rupture, pas sauver le mariage, car elle avait fait son choix en décidant que leurs opinions comptaient plus que notre couple. Les semaines suivantes furent un spectacle de désespoir déguisé en gestion de crise. Elle n'a pas déménagé tout de suite mais a lancé le mode panique avec des pleurs, disant que les filles lui étaient montées à la tête, puis passant à la colère en m'accusant de ne pas me battre pour nous, et enfin au marchandage en proposant de couper tout contact avec elle. C'était trop tard, je lui ai dit qu'elle était la mauvaise influence, qu'elle avait choisi de me traiter comme une ordure pendant 3 mois. Le plus pathétique fut quand elle a essayé de tout blâmer sur ses amis comme si elle était une victime innocente, mais je lui ai fait remarquer que soit elle était heureuse et influençable, soit déjà malheureuse et cherchant une excuse, et que dans les 2 cas, c'était fini. Le summum fut quand elle m'a dit que les filles voulaient me rencontrer pour s'excuser et m'expliquer qu'elles ne voulaient pas que ça aille aussi loin, réalisant qu'elles avaient poussé trop fort et perdu leur marionnette, mais j'ai refusé d'écouter des conseils de femmes dont l'expérience relationnelle cumulée était un désastre. Elle a signé les papiers un jeudi, les mains tremblantes, et ses amis, qui l'avaient convaincue que c'était ce qu'elle voulait, étaient soudainement trop occupés pour l'aider à déménager ou trop fauchés pour l'aider avec la caution de l'appartement. 6 mois après le divorce, j'ai croisé une de ses collègues au supermarché qui m'a dit que mon ex-femme demandait à tout le monde s'il connaissait des hommes célibataires, qu'elle semblait désespérée, vivant dans un minuscule studio, faisant des heures supplémentaires pour payer ses factures, et que ses fameuses amies l'évitaient maintenant parce qu'elles étaient trop occupées par leur propre drame. Mission accomplie pour elles, elles avaient prouvé que le mariage échoue, et n'avaient plus besoin d'elle. Quelques semaines plus tard, mon ex a commencé à m'envoyer des textos pathétiques disant qu'elle apprenait à cuisiner pour une personne et que c'était libérateur, mais je n'ai pas répondu. 1 mois plus tard, j'ai appris qu'elle sortait avec un collègue fraîchement divorcé et parlait déjà d'emménager avec lui pour partager le loyer, passant du mariage à la cohabitation par nécessité financière en moins d'1 an, loin de l'indépendance promise. De mon côté, je revivais, la maison était paisible, je dormais mieux, et j'avais recommencé à sortir après 1 an, prêt à construire quelque chose de solide avec quelqu'un qui comprend le sens du partenariat. Quand on me demande si je regrette la fin de notre histoire, je réponds que je regrette seulement qu'il m'ait fallu si longtemps pour réaliser qui elle était devenue. Elle voulait tellement être comme ses amis, elle a été exaucée, elle a rejoint leur club de femmes divorcées, en difficulté et cherchant désespérément ce qu'elles ont jeté. Le cours est terminé, et la réalité a été un professeur sévère.